Peut-être que Eric souhaite prendre la parole à son tour maintenant. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, cette salle, ça m'avait déjà fait la même impression la première fois. On ne vous voit pas. Je trouve ça assez bizarre. On me dit qu'il y a du monde, mais je ne suis pas vraiment sûr. Ah, quand même. Voilà. Non, c'est plus sympa quand même. Bon, la dernière fois que je suis venu ici, je faisais campagne pour David Guiraud. Je crois que ça a marché. Hein. Ouais. Bon, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il avait fait 59% des voix. Bon, j'en ai fait 72. Mais c'était la deuxième fois. Je suis sûr qu'il fera encore mieux la prochaine. Non, je ne m'attribue pas autant de succès, mais je suis content par contre de vous retrouver. Et manifestement, il y a encore plus de monde, ce qui montre aussi peut-être l'ancrage de David sur cette circonscription, et j'en suis heureux. Bon, très sincèrement, ce matin, je me suis demandé ce que j'allais... David m'a dit, bon, t'as un quart d'heure, 20 minutes. Je me suis demandé ce que j'allais vous dire. Enfin, non pas le contenu, mais par où j'allais commencer. Et puis alors, ce matin, j'ouvre les informations, j'écoute. Et là, j'ai vu par où j'allais commencer. Alors, je suis président de la commission des finances, ça vous a été dit tout à l'heure. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'éviter de vous bassiner avec. Mais je vais commencer par les annonces du matin. Donc, Bruno Le Maire, il y a quelques jours, a annoncé 10 milliards d'euros d'économies, un nouveau budget, 2 mois après le budget qui a été, non pas voté, puisque vous savez qu'ils ont une nouvelle méthode maintenant qui permet à l'Assemblée de ne pas voter, ça s'appelle 49.3, mais qui a été imposée à l'Assemblée. Et donc 2 mois après, ils proposent autant de baisses de dépenses publiques que ce que nous avions subi déjà lors de la loi de finances il y a 2 mois. Bon. Alors première réaction, d'un point de vue démocratique, c'est quand même relativement sidérant. C'est-à-dire on vous propose un budget complètement différent. Il y a 2 mois, ils le savaient. Hein. On a été plusieurs, pas que moi, mais toutes les institutions, y compris les institutions les plus, entre guillemets, capitalistes sur le FMI. Tout le monde avait dit, comptez pas sur 1,4% de croissance, il y en aura 0,8, 0,7. Donc là, quand ils ont fait le budget et qu'ils ont détaillé les programmes par différents ministères, ils savaient très bien en réalité que 2 mois après, tout ça allait être caduc. Mais bon, ça permettait de faire passer la pilule. Par exemple, ça permettait à Gabriel Attal, je vais revenir, de dire, grand dame, avant, il était encore que ministre de l'Éducation, que non, finalement, il ne supprimerait pas d'effectifs dans l'éducation nationale, alors que les effectifs des élèves baissent. Bien. Tout ça, c'était du vent, on le voit 2 mois après, parce qu'il nous annonce 10 milliards d'euros de dépenses publiques en moins. Alors déjà, bon, ça prend un coup, hein, c'est l'équivalent, je vous le dis, de ce qui avait été prévu pour 2024. Mais alors, quand vous regardez le détail qui a été annoncé ce matin, vous vous dites que soit on n'est pas sur la même planète, soit on n'a pas les mêmes intérêts. À mon avis, c'est qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, le ministère qui prend le plus, c'est le ministère de l'écologie, du climat et de l'énergie. À lui seul, 2,2 milliards d'euros en moins. Alors, à croire que ces gens-là n'ont absolument pas regardé les chiffres du GIEC, n'ont pas regardé que la question de la rénovation thermique est absolument centrale dans le pays, n'ont pas regardé aussi, parce qu'ils nous expliquent qu'ils ne vont pas toucher aux collectivités territoriales, mais ils suppriment 430 millions d'euros de fonds verts. Alors, le fonds vert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'amorcer des budgets en faveur de la transition écologique dans les collectivités. L'État commence à amorcer avec de l'argent et les collectivités doivent suivre. Moins 430 millions d'euros. Donc c'est le premier gros budget qui va donc être amputé à hauteur considérable, et y compris avec des effectifs, hein, ça s'appelle, en jargon de loi de finances, ça s'appelle le titre 2, donc ils vont supprimer des finances. Bien. Deuxième ministère impacté, c'est celui du travail et de l'emploi. Alors là aussi, chacun sait que tout va bien. Même eux doivent admettre que le chômage repart à la hausse en France, puisqu'il est prévu à 7,7% de chômeurs longue durée seulement. Alors, je ne dis pas si vous additionnez les courtes périodes et autres à la fin de l'année prochaine. Et là, c'est un ministère qui va pâtir de 1,1 million d'euros. Si vous regardez maintenant les ministères recherche, enseignement supérieur et éducation, je vous rappelle qu'il y a quelques temps encore, Gabriel Attal nous disait que c'était la grande cause du quinquennat, et bien là, c'est 1,9 milliard de baisse pour ces différents programmes, avec donc, très clairement, moins d'effectifs d'enseignants, moins d'effectifs d'AED, moins d'effectifs de CPE, etc., etc. Donc absolument contradictoire avec tout leur discours. Et même un budget comme celui du logement.
Moi, la dernière fois que j'ai interrogé là-dessus Bruno Le Maire, c'était en septembre 2023. Et face aux chiffres, aux problématiques qu'il y avait dans le logement, à la fois en tant que SDF, vous savez que les sans domicile fixe ont été multipliés par 3 depuis 2017. Je dis ça parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne en 2017, avait expliqué qu'avec lui, plus personne ne dormirait dans la rue. Bah oui, il y en a 3 fois plus. On sait qu'il y a 15 millions de personnes qui ont des problèmes de logement dans ce pays, selon la Fondation Abbé Pierre. Mais en plus de ça, avec les taux d'intérêt qui montent, maintenant, même les classes intermédiaires qui, jusqu'à maintenant, pouvaient un peu acheter des logements en comptant sur des crédits à longue durée, ils ne peuvent plus en acheter, ce qui fait que c'est maintenant les secteurs du BTP même qui commencent à crier SOS. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font au gouvernement ? Face à une difficulté pareille, ils ont décidé de baisser de 300 millions d'euros l'aide au logement. Voilà les chiffres qui ont été annoncés hier. Je ne vous les détaille pas, mais c'est des coupes sombres dans tous les budgets sociaux et écologiques de l'État. Alors je commence par ces chiffres-là, pourquoi ? D'abord pour dire une chose, c'est que ces gens-là nous emmènent dans le mur. C'est un non-sens économique. Il faut comprendre une chose, c'est que quand même l'économie libérale est en perte de croissance, en perte d'activité, la première chose que vous ne faites pas, et les États-Unis l'ont compris, hein, ils ont fait exactement l'inverse, ce qui fait qu'au moins au point de vue croissance, ça va un peu mieux, ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne baissez pas les dépenses publiques. Pourquoi vous ne baissez pas les dépenses publiques ? Parce que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. Chacun le comprendra. Je prends la question de la rénovation thermique, par exemple, qui vont baisser de 1 milliard. Quand vous décidez, quand l'État investit 1 milliard dans la rénovation thermique, eh bien, il y a des entreprises qui en vivent. Il y a des entreprises qui vont vous faire des trucs MaPrimeRénov', même si on peut discuter de MaPrimeRénov', enfin, vous avez compris le principe. Autrement dit, l'État fait des commandes qui agissent, y compris sur le secteur privé. Donc quand vous avez une activité économique qui se réduit, c'est pas là. N'importe quel économiste, un tant soit peu, réaliste, sait que c'est pas là où vous faites vous décidez de baisse de dépenses publiques. Parce que il se passe quelque chose qui, dans le jargon économique, s'appelle un effet récessif sur l'économie. Voilà. Pour la petite histoire, au moment de la crise du subprime, de ne pas vous voir est vraiment agaçant, parce qu'on se demande si on parle dans le vide, mais bon, au moment de la crise du subprime, la seule raison pour laquelle la France n'était pas rentrée en récession, c'est justement, non pas par le marché privé, il était entré en récession plus belle lurette, mais parce que les dépenses publiques permettaient justement à l'économie de tenir la route. Et l'an dernier, par exemple, vous observerez que plusieurs pays européens, et non des moindres, comme l'Allemagne, sont rentrés en récession, et la France n'est pas rentrée en récession parce que son économie était encore soutenue, tant bien que mal, malgré la baisse de pouvoir d'achat par la consommation populaire, et c'était notamment dû à la question de redistribution permis par ce qui reste de l'État social dans ce pays. Donc déjà, c'est un non-sens économique de procéder ainsi. Mais j'allais dire surtout aussi, quelque part, c'est finalement l'illustration d'une politique qui est une politique bêtement, bestialement de classe. Parce que même en admettant, ce que je ne crois pas, qu'il faille absolument réduire les déficits au niveau de la dette financière, ce que se donne comme objectif premier le gouvernement de Gabriel Attal, même si on l'admet, on pourrait se dire qu'il y a plein d'autres moyens d'aller chercher de l'argent en termes budgétaires. Par exemple, je vous en donne un. Vous décidez d'appliquer des amendements que nous avons votés, avec David notamment, qui est dans ma commission, l'an dernier, dans la commission, je dis la commission parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voter en séance, mais qui ont été tous majoritaires, y compris avec des voix d'une partie de la majorité. Qu'est-ce qu'étaient ces amendements? Ils disaient il y a une année difficile qui s'annonce, donc il est normal d'aller taxer les plus riches de nos concitoyens. Même provisoirement. Pas la révolution, hein, mais juste, par exemple, dire pourquoi pas les taxer les super dividendes. Comme on a des crises pour tout le monde, mais que les entreprises font des bénéfices comme jamais, et que ces bénéfices comme jamais se transforment en dividendes, qui de facto est justement l'exemple même de bénéfices non investis, ça serait peut-être normal d'aller les faire contribuer un peu. Et on avait voté comme ça une série d'amendements, avec des gens du Modem par exemple, et on avait pour 15 milliards d'euros de recettes pour l'État. Autrement dit, c'est une autre possibilité, de se dire qu'à un moment donné, on fait le chemin un peu inverse, moi je suis pour faire un chemin inverse total, hein, mais un peu inverse, de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017, c'est-à-dire les plus gros cadeaux aux grandes fortunes de ce pays qu'on n'a jamais vu, au point même que jamais les inégalités ont été aussi importantes dans ce pays. Eh bien ça, pas touche. Alors Bruno Le Maire vous dit à la télé, pensant qu'il va s'attirer la sympathie des Français, y compris de la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu d'ailleurs parce qu'ils sont trop défavorisés, il vous dit, avec ce gouvernement, les impôts n'augmenteront pas. Mais ce qu'il faut entendre, c'est une seule chose, c'est qu'avec ce gouvernement, la fortune des plus riches de nos concitoyens ne bougera pas.
et elle continuera même à s'enrichir. Et quand je vous dis ça, c'est pas juste un problème d'inégalité, ça l'est déjà. C'est pas juste un problème de justice sociale. C'est que ça grève le budget de l'État et donc, j'allais dire, la seule fortune de la plupart des Français dans ce pays qui est les services publics et la redistribution, ça grève le budget de l'État de dizaines de milliards d'euros par an. Je vous donne juste un titre, un exemple. Les 75 milliardaires les plus riches de ce pays, les 75 personnes les plus riches, vous savez combien elles payent d'impôts sur leurs revenus? Elles payent 0,2% en moyenne, vous avez bien entendu. 0,2% d'impôts en moyenne. Pourquoi elles payent 0,2% d'impôts en moyenne? Parce que, avec des mesures comme le bouclier fiscal pour les revenus capital qui s'appelle la flat tax, la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron a fait en sorte que, quand vous êtes très riche, aujourd'hui dans ce pays, il vaut mieux faire transiter vos revenus vers vos revenus professionnels, parce qu'ils seront moins taxés. Et donc, ces 75 personnes les plus riches, si maintenant on regarde la globalité de leur imposition, y compris professionnelle, on s'aperçoit que c'est 26% de leurs revenus. Ben, figurez-vous que les 0,1% les plus riches, dans ce pays, payent, au niveau de l'impôt sur le revenu, 46% de leurs revenus en termes d'impôts. Et que si on appliquait ces 46% simplement à ces 75 familles, c'est pas... je vous donne des exemples très précis, et ben c'est 18 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de l'État. Voilà un peu la politique qui a été menée. Et c'est tellement fort, c'est tellement important en termes de chiffres, que l'an dernier, figurez-vous, le pouvoir d'achat des Français, il a augmenté. Il a augmenté de 0,8%. Vous direz, je ne l'ai pas vu augmenter, vous avez raison, parce que pour tous les salariés, il a baissé. Et la seule raison pour laquelle, en moyenne, il augmente, c'est uniquement les revenus du patrimoine. Autrement dit, on a une situation absolument inédite dans ce pays, qui est que jamais il n'y a eu autant d'inégalités de fortune. Et comme dans cette fortune, il n'y a jamais eu autant d'inégalités dues aux successions, il y a une véritable noblesse d'argent qui s'est créée depuis quelques décennies comme jamais ça n'a été le cas. Voilà le résultat. Alors, c'est pas seulement Macron, ça avait été largement préparé avant, mais voilà le résultat des 6 ans qu'on vient de vivre et que nous subissons et qui explique qu'à la fin du fin, il manque de l'argent dans les caisses de l'État et qu'il nous impose des politiques, je vous l'ai dit, qui sont des non-sens, mais qui vont nous priver tous d'énormément, j'allais dire, de moyens, que ce soit l'éducation, le logement, etc. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous dire, c'est-à-dire cette explosion des inégalités que nous subissons à travers cette politique économique et qui, en plus de ça, ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas parce qu'ils sont toujours rattrapés par la patrouille. Je vous donne un exemple. Dans la dernière loi de budget, on a proposé des amendements pour les agriculteurs. Quand je dis on, c'est les oppositions. On a proposé notamment, par exemple, 150 millions d'euros pour les éleveurs. On a proposé une centaine de millions d'euros pour le bio. Ils nous ont dit non, il n'y aura pas de subvention. Bon, les agriculteurs se mettent en mouvement, alors ils répondent, ils dévient largement le mouvement des agriculteurs, ils ne parlent pas de la question principale qui était posée par eux, c'est-à-dire la question du revenu. Ils font en sorte de laisser penser qu'ils entendent surtout que les agriculteurs veulent moins de normes écologiques, alors pour la plupart, c'est surtout moins de libre-échange, et le fait que, et c'est normal, on ne fasse pas rentrer des cultures produites à l'extérieur par des normes sociales et écologiques insatisfaisantes dans notre pays, mais le fait est, c'est que ces 400 millions d'euros, ils ont quand même dû les lâcher quelques mois après les avoir refusés. Et bien moi, je vous parle d'une chose, c'est qu'il va se passer la même chose par rapport au budget qu'ils sont en train d'annoncer. C'est-à-dire qu'ils sont rattrapés sans arrêt par l'urgence des crises. Parce que la crise écologique, parce que la crise sociale, parce que la crise du logement, elle les rattrape au bout d'un moment et inévitablement, ça coûte encore plus cher que si on l'avait anticipé d'une manière ou d'une autre. Donc ce système, il est non pas seulement injuste, il n'est pas seulement injuste à force, justement, en termes de politique de classe, de privilégier sans arrêt les revenus du capital, mais en plus de ça, il nous entraîne dans le mur. Ça, c'est la première partie de ce que je souhaitais vous dire. La deuxième, c'est qu'on a là un grand classique, au fond. On a là un grand classique de la manière dont procèdent des gouvernements capitalistes qui protègent le capitalisme, et particulièrement le capitalisme financiarisé, c'est-à-dire celui qui n'a que comme, j'allais dire, critère de santé économique que des chiffres de bénéfices à 2 chiffres, et non pas même, j'allais dire, la dimension entrepreneuriale d'une entreprise qu'on pouvait avoir il y a 60, 70 ans, etc. Bien. Ce système-là, quand il est en péril, et en France, il est vite en péril,
Parce que des politiques inégalitaires, moi je suis sûr que dans notre pays, parce qu'on est né d'une révolution égalitaire, il y a toujours un vieux fond qui se mobilise, par les gilets jaunes, par les salariés, par les grèves, etc. Et pour faire en sorte d'arriver à imposer une politique aussi injuste, qu'est-ce que fait ce système? Il divise. Il divise le peuple. Et là, il utilise deux procédés. Le premier, c'est ce que nous dit le gouvernement en permanence. Le gouvernement dit il faut mieux payer les revenus du travail. Jusqu'à là, on pourrait s'entendre. Nous, on dit il faut augmenter les salaires. Mais le gouvernement ne dit pas qu'il faut augmenter les salaires. Il dit il faut baisser les revenus des plus pauvres. Le problème, c'est pas le fait qu'il y a un partage de la valeur ajoutée qui va sans arrêt en faveur des revenus du capital. Le problème, nous dit-il, c'est le fait que les plus pauvres gagnent trop d'argent, donc on va faire en sorte, pour les chômeurs, de moins les indemniser longtemps, pour les chômeurs seniors qui arrivent au chômage parce qu'ils se voient obligés de travailler 2 ans de plus depuis la réforme des retraites, eux aussi, on va les indemniser moins longtemps. Pour les chômeurs qui ne sont plus indemnisés, ils n'auront même plus droit à des revenus sociaux qui leur permettaient quand même d'alimenter les caisses de retraite, ils passent directement au RSA. Et pour les travailleurs au RSA, enfin les gens qui sont au RSA, on les force maintenant à travailler 15 heures de travail du pauvre et du salaire du pauvre. Donc, qu'est-ce que dit le gouvernement à travers ça? Il dit que la cible, l'ennemi de tous les salariés, de tous ceux qui n'ont plus leur force de travail pour vivre, c'est ce qu'il appelle les inactifs. Ce n'est pas les demandeurs d'emploi, c'est une nouvelle catégorie. Et bien sûr, derrière ça, ça évite de poser le problème que je vous ai posé tout à l'heure, se dire que le plus gros scandale dans ce pays, c'est pas la personne qui est au RSA va être au RSA, mais c'est ceux qui s'enrichissent comme jamais on s'est enrichi dans ce pays. Et puis la deuxième procédure utilisée, là aussi, il est assez classique, c'est le racisme. C'est le bon vieux racisme qu'on ressort, comme dans les années 30. Et là, je dois dire qu'hier, j'étais au Panthéon. J'étais au Panthéon pour que la République s'incline devant les époux Manouchian, mais derrière eux aussi à travers les 23 combattants de la FTP-MOI, francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre, ouvrières, immigrés, qui ont été fusillés par les nazis. Fusillés par les nazis. Le 21 février 1944, il y a 80 ans, livrés par la police française, faut-il le rappeler aussi, et qui, CFTP-MOI, symbolisait finalement à la fois une dimension internationaliste, une dimension antiraciste, une dimension antifasciste, et aussi une dimension patriote, parce qu'il se référait à la patrie telle que Jaurès la voulait, c'est-à-dire celle héritier d'une révolution. Bien. Et le discours, très sincèrement, de Macron était un beau discours, je vous le dis objectivement. Il n'a pas essayé d'affadir ce qu'étaient ces personnes. Il a fait référence à la Révolution, à la Révolution et à la République. Il a fait référence au communisme. Il a fait référence aux idéaux de Manouchian. Mais comment je pouvais, moi, à un moment donné, en train de l'entendre, ne pas penser qu'il y a 2 mois, à travers une loi d'immigration xénophobe et raciste, ces gens-là étaient en train de reprendre le discours du Rassemblement national. Le discours du Rassemblement national. Comment je pouvais faire en sorte de penser que ce gouvernement n'arrête pas en réalité d'utiliser une politique de répression vis-à-vis des travailleurs, de répression vis-à-vis des quartiers populaires, de répression vis-à-vis de tout ce qui, dans ce pays, justement signifie la diversité, à travers une politique qui n'est rien d'autre que l'extrême droitisation déjà en cours avant même que le RN prenne le pouvoir. C'était impossible de l'oublier. Et c'est tout le problème finalement de ces catégories de la population. Dans les années 30, on disait qu'ils préféraient Hitler au Front populaire. Et aujourd'hui, quelque part, il y a ça de vrai. Et ça explique que partout en Europe, il n'y ait pas seulement des progressions de l'extrême droite, que ça soit en Allemagne, en Italie, en France et ailleurs, mais même avant que l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a le fait qu'ils banalisent l'extrême droite en appliquant une grande partie de leur programme et s'étonnent qu'après ils ne pourront pas être le barrage par rapport à l'extrême droite. Alors moi je vous le dis, par rapport à ça, le seul barrage possible justement vis-à-vis de l'extrême droite et l'extrême droitisation, c'est ce que nous incarnons. C'est ce que nous incarnons et que de la même manière que dans les années 30, la gauche a su se rassembler, syndicale, politique, pour faire face aux dangers fascistes. Oui, il sera nécessaire aussi qu'elle se rassemble, mais qu'elle se rassemble sur le programme de rupture, celui que porte la NUPES et que porte France Insoumise. Et voilà pourquoi je crois que nous sommes dans un des moments de basculement de l'histoire. Et voilà pourquoi je pense aussi que nous sommes aussi fortement attaqués.
Je voudrais conclure sur un point, parce que cette extrême droitisation, elle se lie aussi à travers la politique internationale. Ça fait maintenant des années que les chantres d'un certain système mondial veulent nous vendre l'idée que tous les conflits se lieraient à travers ce qu'ils appellent le choc des civilisations. Il y aurait le bien et le mal. Le bien représenté par les démocraties, le mal représenté, ça dépend des moments, mais en l'occurrence en ce moment, c'est plutôt le monde musulman et le monde arabe. Et je vais évidemment finir et conclure sur le conflit et le génocide en cours actuellement à Gaza, en Palestine. Je vais conclure là-dessus pour dire une chose. C'est qu'évidemment, et nous l'avons condamné, les massacres du 7 octobre étaient absolument inexcusables. Mais les massacres du 7 octobre, la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu parler d'attentats terroristes, c'est que nous estimons que ce qui se passe en Israël et en Palestine, ce n'est pas la réédition de la lutte contre le mal que pouvait représenter par exemple Daesh. Ce qui se passe là-bas, c'est une guerre coloniale. Une guerre coloniale menée depuis 70 ans. Et que la seule façon justement d'y mettre fin, c'est de trouver les mots justes. Ce n'est pas de maquiller ça derrière l'idée qu'il y aurait un conflit entre le bien, dans lequel inévitablement, même quand c'est un gouvernement raciste et d'extrême droite comme M. Netanyahou, se situerait Israël, et le mal, c'est-à-dire le monde arabo-musulman et notamment les Palestiniens. C'est la seule façon, parce que sinon, il n'y a aucune solution politique à ce conflit. Et nous, ce que nous avons dit, c'est qu'on peut à la fois condamner les massacres du 7 octobre, mais à la fois dire que ce que mène M. Netanyahou aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie à travers la colonisation, ce ne répond en réalité qu'un objectif de guerre. Non pas d'avoir une vengeance vis-à-vis du Hamas, c'est d'en finir avec le peuple palestinien. Voilà ce que cherche M. Netanyahou. Ce n'est pas de faire disparaître le Hamas, c'est de faire disparaître le peuple palestinien, soit physiquement, soit en le poussant à une deuxième Nakba, c'est-à-dire un exode dans le Sinaï. Voilà à quoi nous avons affaire. Et c'est pour ça qu'avec plusieurs de mes collègues, j'ai tenu à aller à Rafah pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Et pour dire aussi que oui, comme la Cour de justice internationale l'avait dit quelques jours auparavant, c'est bien un génocide en cours qui se déroule sous les yeux du monde entier. C'est cela qui est en train de se dérouler. Alors, et je conclurai là-dessus. Moi, le fait que le gouvernement français ait changé de position et soit maintenant sur l'exigence d'un cessez-le-feu, je trouve que c'est un bon point. Je trouve que c'est un bon point. Mais on ne peut pas en rester aux mots. C'est pas possible. Quand le génocide est en cours, il faut passer aux actes. Donc, il faut arrêter de vendre des armes à Israël. Donc, il faut prendre des sanctions économiques sur Israël. Donc, il faut reconnaître un État palestinien qui donnera à la Palestine plus de poids au niveau de l'ONU. Bien évidemment. Et en attendant, il faut faire en sorte de mobiliser absolument tous les États occidentaux pour exiger cela. Et pourquoi il faut l'exiger? C'est que ce n'est pas seulement dans l'intérêt du peuple palestinien, ça suffirait déjà. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de tous les peuples de la région qui sont complètement déstabilisés par ce qui se passe. Mais c'est même dans l'intérêt du peuple israélien. Parce que nous, Français, nous savons très bien qu'on ne peut pas, sans en subir les conséquences, être un État colonial pendant des décennies et des décennies, sans que même, soi-même, on soit atteint en tant qu'État démocratique. Donc c'est dans l'intérêt de tous les peuples de cette région qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait la fin des colonisations, qu'il y ait la fin du blocus de Gaza, qu'il y ait une négociation sur la reconnaissance des droits du peuple palestinien à disposer d'un État. Et c'est à cette condition que la paix pourra revenir dans cette région du monde et pas une autre. Et dans les attaques que nous subissons, France Insoumise, par rapport à cette situation, je le dis, là aussi il y a l'extrême droitisation en cours, nous la refusons, nous n'avons pas peur et nous continuerons à la combattre. Merci.